Bienvenue dans cette vidéo où vous allez découvrir les 10 meilleures anecdotes de tournage du film Moi qui t'aimais. Première anecdote. L'origine du film remonte à 1976 lorsque Diane Curis découvre l'autobiographie de Simone Signoret. Cette lecture, survenue un an avant la réalisation de Diabolomante, l'impressionne profondément. Depuis longtemps fasciné par l'actrice, par sa force de caractère autant que par sa fragilité, Curis nourrit peu à peu le désir d'un film qui lui rendrait hommage, non pas à travers une reconstitution figée, mais par une approche humaine et émotionnelle. Le scénario se construit sur 5 années de travail patient en collaboration avec Martine Morricone, qui avait déjà coécrit Sagan avec elle. Ensemble, elles se plongent dans l'univers du couple Montand-Signoret, regardent toutes leurs interviews, lisent chaque témoignage, revisitent leurs films. Ce long travail d'immersion vise à comprendre la dynamique entre ces deux figures mythiques du cinéma et de la chanson française. Plus qu'un simple biopic, Moi qui t'aimais s'impose alors comme une exploration intime de leurs liens, de leurs contradictions et de la manière dont l'amour, la notoriété et le temps peuvent transformer une relation. Dès la jeunesse du projet, Diane Curis cherche à capter une vérité émotionnelle, celle que les mots et les images laissent deviner derrière les apparences publiques. Deuxième anecdote, la première scène du film donne immédiatement le ton. Il ne s'agit pas d'un biopic traditionnel cherchant à reproduire fidèlement la réalité, mais d'une œuvre qui interroge la manière même de représenter des figures connues. Dans cette ouverture, le spectateur assiste à un moment de bascule. Les acteurs se préparent, ajustent leur posture et peu à peu entrent dans la peau de leur personnage. Ce choix de mise en abîme est entièrement délibéré. Diane Curis souhaitait que le spectateur voie la frontière poreuse entre l'acteur et le rôle, entre la vérité et la fiction. Elle explique d'ailleurs qu'elle n'a jamais voulu raconter le vrai dans le sens d'une reconstitution exacte, mais plutôt traduire une émotion, une vérité intérieure. Lorsqu'elle avait réalisé Sagan, elle avait cherché une ressemblance totale. Sylvie Testu devait être Françoise Sagan dans le moindre geste, sa voix, sa manière de fumer ou d'écrire. Pour Moi qui t'aimais, la démarche est tout autre. Le film raconte avant tout une histoire d'amour, une relation universelle qui dépasse les personnages historiques. Le mimétisme ne l'intéresse plus, ni dans les visages, ni dans les corps. Ce qu'elle cherche, c'est l'essence des sentiments, la complicité, les doutes et les blessures que partagent deux êtres. Cette scène d'ouverture devient ainsi une clé de lecture. Elle annonce que le film n'imite pas la vie, il l'interprète avec sensibilité et distance. Troisième anecdote. Le scénario de Moi qui t'aimais n'a pas toujours eu la forme que le public a découvert à l'écran. À l'origine, Diane Curis et Martine Morricone avaient imaginé un récit beaucoup plus chronologique, centré sur la vie de Simone Signoret, depuis ses débuts jusqu'à ses dernières années. Cette première version évoquait également la liaison d'Yves Montand avec Marilyn Monroe, un épisode célèbre mais douloureux dans la vie du couple. Ce choix initial donnait au film une tonalité plus biographique et faisait de Signoret la figure principale. Pourtant, au fil de l'écriture, Diane Curis ressent le besoin de déplacer le centre du récit. Elle choisit de concentrer son histoire sur les 12 dernières années de vie du couple, une période marquée par la complicité, la fatigue, la désillusion et l'amour persistant. Cette décision transforme profondément la nature du film, en le recentrant sur la relation humaine plutôt que sur le parcours individuel. C'est aussi ce changement qui convainc Marina Foïs d'accepter le rôle. Dans un premier temps, l'actrice avait refusé, ne se sentant pas à l'aise avec l'idée d'incarner Signoret à l'époque de sa jeunesse éclatante, celle de la beauté absolue, selon ses mots. Mais la nouvelle version du scénario lui offre un autre terrain de jeu, celui d'une femme vieillissante, lucide, amoureuse et blessée. Un rôle plus intime et plus vrai. Le film devient alors un double portrait, celui de Simone Signoret et d'Yves Montand, liés pour toujours par la passion et la mémoire. Quatrième anecdote. L'alchimie entre les deux acteurs principaux, Marina Foïs et Roch Dizem, ne doit rien au hasard. C'est en effet Marina Foïs elle-même qui a suggéré à Diane Curis de proposer le rôle d'Yves Montand à son ami et partenaire de longue date. Les deux comédiens se connaissent depuis de nombreuses années et partagent une complicité évidente, forgée au fil de plusieurs tournages. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Le Raid en 2001, Happy Few en 2010 et Bodybuilder en 2014.
Cette expérience commune leur a permis de développer une confiance mutuelle rare, une capacité à se comprendre sans avoir besoin de longs échanges. Pour un film reposant autant sur la justesse du duo central, ce lien préexistant représentait un atout considérable. Diane Curis a tout de suite reçu cette connexion et compris qu'elle pouvait l'utiliser pour nourrir la relation Montand-Signoret à l'écran. Le résultat est une interprétation pleine de nuances, où les gestes et les silences comptent autant que les mots. Plutôt que de chercher à copier les attitudes des véritables Montand et Signoret, Foyce et Zem ont travaillé à restituer l'énergie de leur couple, son mélange de tendresse, de tension et de respect mutuel. Leur amitié réelle donne au film une sincérité que la mise en scène vient renforcer par des plans serrés, des regards partagés et des instants suspendus. C'est cette complicité construite bien avant le tournage qui transforme le film en un portrait émouvant d'un amour complexe et durable. 5e anecdote, pour recréer l'atmosphère du couple Montand-Signoret, Diane Curis a choisi de tourner dans plusieurs lieux qui avaient réellement marqué leur histoire. L'idée n'était pas seulement de restituer un décor fidèle, mais de faire revivre les émotions que ces endroits portaient encore en eux. Le film a ainsi été tourné place Dauphine, où se situait l'appartement du couple, un lieu emblématique de leur quotidien parisien. Les scènes extérieures, filmées sur le quai des Orfèvres, rappellent la proximité du couple avec la Seine, un espace de passage et de confidence. Certains restaurants fréquentés par Montand et Signoret, comme le Pôle, le Café Fleurus ou encore la Maison Prunier, ont également servi de décor, renforçant cette impression d'authenticité sans jamais tomber dans le pastiche. Mais le tournage ne s'est pas limité à Paris. Diane Curis a aussi posé sa caméra à la Colombe d'Or, à Saint-Paul-de-Vence, une adresse chargée de souvenirs où le couple aimait se retrouver loin du tumulte de la capitale. Chaque lieu choisi est porteur de mémoire et la réalisatrice l'utilise comme un témoin silencieux de leur amour, de leur dispute, de leur complicité. En filmant ces espaces réels, elle offre au spectateur une immersion directe dans la vie du couple, tout en donnant au film une résonance presque documentaire. Ce mélange de vérité géographique et d'émotions cinématographiques crée une proximité singulière. On a l'impression que les fantômes de Montand et Signoret ne sont jamais très loin, qu'ils veillent encore sur les lieux où ils ont tant vécu. 6e anecdote, Diane Curis a fait un choix qui mêle nostalgie et fidélité à ses débuts. Elle fait appel à une partie de l'équipe de Diabolomante, son tout premier film, pour travailler sur Moi qui t'aimais. Cette décision dépasse le simple aspect technique. Elle est profondément symbolique. Retrouver ses collaborateurs, c'est renouer avec l'esprit de ses premiers films, avec l'énergie de ses débuts tout en appliquant cette expérience à un projet beaucoup plus mature. Parmi ses collaborateurs, le chef opérateur Philippe Rousselot occupe une place centrale. Leur collaboration avait déjà produit des images mémorables et une sensibilité visuelle particulière dans le passé. Rousselot apporte ici sa capacité à capturer la lumière et les émotions d'une manière qui sublime les acteurs et les décors, créant un film à la fois intime et esthétiquement remarquable. Ce retour à ses premières influences et à son cercle de confiance permet à Diane Curis de combiner la rigueur de son expérience avec la fraîcheur de la créativité spontanée. Les retrouvailles avec son équipe historique ne sont pas seulement techniques, elles nourrissent également la dimension affective du film, renforçant le sentiment d'un projet profondément personnel à la croisée de la mémoire et de l'art cinématographique. Cette connexion entre passé et présent donne au film une authenticité singulière où chaque plan semble imprégné de l'histoire de la réalisatrice elle-même. 7e anecdote, la bande originale de Moi qui t'aimais occupe une place essentielle dans le film et Diane Curis a choisi un compositeur emblématique pour la signer, Philippe Sard. Ce choix n'est pas anodin, car Sard a déjà travaillé sur tous les films que la réalisatrice évoque dans son film, dont La vie devant soi. Collaborer avec lui, c'est donc créer un lien sonore direct avec l'univers cinématographique de Curis et renforcer la continuité émotionnelle de son œuvre. La musique n'est pas simplement un accompagnement, elle est un personnage à part entière, une mémoire auditive qui soutient et amplifie les sentiments des acteurs et des spectateurs. Le thème de Les choses de la vie qui clôture le film a été réenregistré avec l'Orchestre de Paris, apportant une dimension majestueuse et poignante à ce moment final. Chaque note, chaque instrument est choisi pour traduire
reproduire la complexité des relations et la profondeur des émotions du couple Montand-Signoret. La musique agit comme un fil invisible qui relie passé et présent, souvenirs et ressentis, donnant au spectateur l'impression de pénétrer l'intimité des personnages. En confiant la composition à Philippe Sard, Diane Curis réussit à créer une continuité artistique forte, où le son devient un vecteur de mémoire et d'émotion, un hommage discret mais puissant à une vie entière, à l'amour et au cinéma. 8e anecdote. L'incarnation de Simone Signoret par Marina Foïs a demandé un travail de transformation physique et psychologique très précis. Au départ, l'équipe avait imaginé un corps en mousse pour traduire le poids de l'âge et de l'alcool sur Signoret dans ses dernières années, une manière de matérialiser ses fragilités. Mais le résultat s'avéra trop théâtral, trop artificiel et ne rendait pas justice à la subtilité du personnage. On a donc opté pour du silicone beaucoup plus souple et réaliste qui permettait de conserver la fluidité des mouvements tout en suggérant la fatigue et la présence du temps sur le corps de l'actrice. L'idée n'était jamais de faire une copie conforme de Signoret, mais de capturer son essence, son aura, son humanité. De la même manière, Roche Dizem, qui incarne Yves Montand, a très peu recours aux prothèses. Le film ne cherche pas le mimétisme absolu. Il veut évoquer plutôt que reproduire. Les gestes, les attitudes, les silences des deux acteurs sont étudiés pour restituer la complexité de leur relation, leur complicité, leur conflit et leur tendresse. Chaque détail, du regard à la posture, participe à construire l'illusion d'un couple vivant et sensible, tout en restant fidèle à l'idée de Diane Curis, raconter une histoire d'amour universelle à travers des personnages historiques, sans jamais se perdre dans la simple imitation ou le spectaculaire. 9e et avant-dernière anecdote. Pour Marina Foïs, incarner Simone Signoret représentait un défi de taille, car il s'agissait de se glisser dans la peau d'une personnalité réelle sans tomber dans la caricature. Dans cette démarche, elle a pu bénéficier de précieux conseils de Tahar Rahim, qui avait récemment incarné Charles Aznavour dans Monsieur Aznavour. Rahim avait lui-même affronté le même type de difficulté. Comment incarner un personnage connu de tous, conserver sa propre interprétation, tout en respectant l'essence de la personne réelle? Ces recommandations ont été centrées sur la finesse de l'observation. Regarder les détails, des gestes, comprendre les inflexions de voix, s'imprégner de l'attitude générale, mais sans chercher à copier chaque mouvement. Il lui a conseillé de se concentrer sur les émotions et les réactions intérieures, de faire vivre le personnage à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Ces conseils ont permis à Marina Foïs de trouver un équilibre subtil entre ressemblance et interprétation, et d'aborder son rôle avec plus de confiance et de légèreté. Grâce à ce mentorat, elle a pu se libérer de la pression du faire Signoret pour se concentrer sur la vérité humaine du personnage, son humeur, sa fragilité, sa force, ce qui donne au film une authenticité et une intensité remarquables. Et enfin, 10e et dernière anecdote. Certaines scènes du film nécessitaient que Marina Foïs incarne Simone Signoret dans des moments de grande vulnérabilité, notamment ses épisodes d'ébriété. Pour que ces passages restent crédibles et naturels, l'actrice a trouvé une astuce originale. Lorsqu'elle se sentait un peu bloquée ou trop retenue par certaines scènes, elle buvait 2 gorgées de Prosecco dans sa loge avant de tourner. Ce petit geste lui permettait de ressentir physiquement l'effet de l'alcool, d'entrer dans l'état d'esprit du personnage sans jamais dépasser les limites de la performance. L'idée n'était pas de se saouler, mais de créer un lien sensoriel avec Signoret, de faire naître l'authenticité des mouvements, des regards et des gestes. Cette méthode, à la fois simple et ingénieuse, révèle la précision et la rigueur du travail de Foïs, mais aussi sa créativité pour habiter pleinement un rôle exigeant. Dans ce film, ces petites touches de réalisme participent à l'impression générale de vérité, donnant au spectateur le sentiment d'être proche de l'intimité du couple Montand-Signoret, d'assister à des instants de vie qui semblent spontanés, vrais et profondément humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si ce contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu. C'est très important pour le référencement. À bientôt sur YouTube et sur Twitch.
Norton, bientôt sub. On doit pas t'abonner et de mettre un pouce bleu. C'est très important pour le référencement. À bientôt sur YouTube et sur Twitch.